Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à des questions que vous m'avez posées. Mais attention, j'ai pas l'intention de faire une FAQ classique, genre répondre à des questions, est-ce que t'es en couple, voilà, c'est quoi l'avenir de la chaîne, je sais pas quoi. Là en fait, quand j'ai regardé vos commentaires, je me suis rendu compte que vous posiez des vraies questions, mais sur le contenu que je propose. Des questions qui vous concernent vous, genre comment prévoir ses vacances, des trucs comme ça. Pas en fait des trucs sur moi réellement. Et je me suis dit, mais attends, mais elle est là ma prochaine vidéo, c'est une sorte de FAQ, je réponds aux questions, mais je réponds réellement à des questions, genre je prépare les réponses qui parlent pas de moi quoi. Bon, c'est un peu chiant pour moi parce que je m'étais dit, allez, je vais faire une FAQ, ça va être un contenu léger, super facile. J'ai quand même dû écrire la vidéo et préparer des trucs, mais bon. C'est pas grave. Là au moins je me dis le sujet, j'ai pas besoin d'y réfléchir, je prends juste vos demandes, c'est comme si c'est vous qui aviez écrit la structure de la vidéo. Ça correspond parfaitement à l'ADN de la chaîne qui est d'aider les gens à préparer leur voyage pour aller là-bas, répondre aux questions, aiguiller, enfin ouais vraiment aider, conseiller, c'est vraiment ce que j'aime faire en fait. À défaut d'être payé, parce que c'est gratuit tout ce que je fais là. Bah moi ce que je veux c'est que ça serve, que ce soit utile pour vous quoi, voilà, c'est par générosité, ça me fait plaisir, bah du coup bah là c'est exactement ce que je veux faire d'habitude, donc c'est parfait pour moi. Donc alors, j'ai pris mon ordi avec vos commentaires, donc déjà, bon, premier com, c'est pas vraiment une question, mais j'en profite vite fait pour flex un petit peu, de Shredder 8589, joli t-shirt, merci pour les conseils. Bah merci pour ton commentaire. Et j'en profite de ce com parce que voilà, un autre t-shirt que j'ai ramené de là-bas. Voilà, j'espère qu'il est sympathique, ça peut être bien. Bref, on commence vraiment les vrais sujets. Donc je commence par un immense commentaire de Pomme C. Ça fait longtemps qu'elle commente et qu'elle regarde la chaîne, donc merci beaucoup, c'est super, je te vois, t'inquiète. Hein. Elle a posé beaucoup de questions, limite juste son com suffirait pour faire une vidéo. Je vais vous lire le commentaire, hein, il s'affiche à l'écran. Comment as-tu fait ton choix des Airbnb? Quels étaient les critères pour choisir tes Airbnb? Le prix, la loca, pour être au calme, éviter le bruit de la vie d'un centre-ville, avoir une expérience de la vie japonaise, la distance entre les différents lieux à visiter. Donc déjà pour le moment je m'arrête là. Ça fait écho à ma vidéo sur les logements je pense. Donc j'ai préparé une réponse, donc là je vais pas faire trop de montage, vous allez me voir sûrement un peu lire, parce que je me suis dit, bon là c'est des vraies questions, je vais pas juste répondre avec mon expérience classique comme ça, je vais peut-être oublier des choses, je fais des petites recherches à côté en même temps. Pour ce com-là, c'est surtout des demandes par rapport à mon ressenti, donc j'ai pas fait énormément de recherches non plus, mais je me suis posé une petite heure pour vraiment essayer de bien y répondre, et que ce soit très utile. Et puis je me dis que voilà, la préparation d'un voyage, comme vous le verrez plus tard, fait cet abonné-là, en fait ça peut être votre cas, donc ça peut servir à vraiment tout le monde. Elle parle des critères, les critères, donc le prix, la localisation, être au calme, avoir une expérience de vie, et la distance entre les lieux à visiter. Donc moi, pour te répondre le plus simplement possible pour comment je fais pour choisir mes Airbnb, déjà en premier, moi c'est la localisation. Genre par exemple, je me dis, je vais aller à Tokyo, je vais louer un Airbnb à Tokyo, et bah je vais sur Airbnb, et je mets Tokyo, tu vois. Là, c'est mon premier critère, c'est l'endroit précis. D'abord, je regarde forcément en ville, hein, le centre par exemple, voilà, pour me faire une petite référence. Genre, je regarde le centre-ville, les prix en deuxième, tu vois. En deuxième, après la loca, voilà, les prix. Je me mets pas direct excentré, non, je regarde voilà, le prix, combien ça coûte, et je regarde si c'est hors de prix, enfin, je regarde juste le prix, quoi. Voilà, si c'est 100 € la nuit, en centre, c'est 100 € la nuit. Et du coup, petit à petit, je regarde un peu plus excentré, ou certains quartiers, genre de base, tu te mets quand même, tu sais, tu cherches pas trop à l'aveugle, tu te dis, bon, bah j'aimerais bien une nuit qui me coûte entre 20 et 40 € la nuit. Voilà, tu te mets une fourchette comme ça, une grosse fourchette, tu vois, il y a 20 €, tu dis entre 20 et 40, et du coup, tu regardes autour de la ville où tu veux aller, parce que Tokyo, bah, tout est à visiter en vrai, hein, donc tu t'en fous. Tu te mets plus ou moins excentré petit à petit pour voir à quel endroit les prix t'avantagent le mieux. Qu'ensuite, là, tu te dis, il y en a pas mal du coup des logements. Et ben moi, ce que je fais, c'est que tous les logements qui correspondent à une localisation pas trop loin quand même de la ville où je veux, et avec des prix qui me correspondent, je fais un dossier de favoris, tu vois. Je les like, je sais pas, j'ai 50 logements après dans un truc.
Mais du coup, je ferai mon choix sur ces 50-là, pas sur tout. Donc une fois que ça c'est fait, là, je vais regarder plus précisément chaque annonce, tu vois. Au début, je regarde pas les annonces limite. Je regarde juste l'image vite fait de la photo de présentation, tu vois. Je clique pas dessus, je regarde le prix et l'emplacement. Voilà, le logement entier, bien sûr. Moi, je préfère le logement entier. Et ensuite, bah, tu fais l'analyse précise du truc. Genre, tu cliques sur chaque annonce et tu regardes. Ok, tu vois, imagine, tu veux absolument un lit occidental. Tu veux pas un futon. Bah déjà, tous ceux où il y a un futon, ça dégage, tu vois. Parce que sûrement que tu veux aller à Tokyo pour 2-3 semaines, par exemple. Tu vas pas y aller 2 jours. Donc, 2-3 semaines, il faut que ce soit quand même assez confort. Si c'est le même logement, même peut-être un mois, je sais pas. Peut-être que tu as dit la durée. Oui, plus ou moins 2 semaines, tu veux partir. Donc 2 semaines, 14 jours, le même logement, je suppose. C'est pas expliqué, mais si tu prends 2 semaines, oui, il faut que quand même le logement te convienne vraiment. Tu vas pas le choisir à l'aveugle. Du coup, voilà. Tu regardes un peu les éléments de confort qu'il te faut. Un lit, par exemple, table et chaise. Tu regardes ce qu'il te faut, parce que moi, tu vois, c'était un futon dans mon premier logement, j'avais pas une salle de bain gigantesque, j'avais pas une baignoire, c'était... Enfin, c'était une toute petite baignoire, mais ça dépend si tu veux une baignoire. Enfin, là, tu regardes l'équipement. Tu peux regarder la gare la plus proche. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, je reprends l'exemple que j'avais à Ino, la gare était vraiment à 2 minutes à pied, mais est passée vraiment sous ma fenêtre, genre... Enfin, je voyais, les rails étaient à 2 mètres de mon logement, quoi. Je passais juste à côté. Donc tu regardes un peu, tu sais, sur Maps. T'ouvres Maps et tu regardes, ah ok, la voie de chemin de fer, elle passe au bas, au pied de l'immeuble. Ça peut être chiant, les niveaux de nuisance. Ça peut être un peu relou, tu vois. Tu regardes un peu ça. Du coup aussi, ça te permet de regarder où est la gare la plus proche. Bon, si t'es en centre ou pas trop loin, vas-y, la gare elle est à 5 minutes à pied, 10 minutes max, hein, t'inquiète pas. Mais si tu veux qu'elle soit vraiment à moins de 5 minutes, ça peut être un critère aussi. Ça peut être à, tu vois, à 20 minutes de marche quand même, au grand max, ça sera jamais plus, mais entre 20 minutes et 5 minutes, il y a une différence. Tu peux regarder aussi s'il y a des combini autour, si tu veux avoir vraiment l'expérience typique de rentrer, tu as des combini, tu vois, tu regardes un peu ce qu'il y a autour. Pas trop, juste tu regardes s'il y a des combini, tu vois, bah là, à 3 minutes à pied, il y a un Seven, là, il y a un Lawson, ok, bah c'est bon, tu vois, tu perds pas trop de temps sur ça. Mais si tu vois que c'est désert, qu'il n'y a rien, donc tu vas pas avoir l'expérience que tu as peut-être envie d'avoir, tu vois. Tu veux quand même être en ville, tu sais, tu veux pas être excentré, campagne, tout fini, quoi. Tu regardes les alentours. Moi, par exemple, à Ino, j'avais un temple vraiment à 3 minutes de chez moi, quoi. Enfin, c'était parfait, en fait. Je reviens sur la gare, tu regardes si la gare qui est à côté de chez toi, c'est une grande ligne. Tu regardes la ligne, tu vois. Si c'est, tu vois, là t'as Tokyo, on va dire. Là, imagine, t'es ici. Si ta ligne, les lignes de train, elles vont que vers le nord et le sud, et ensuite tu dois changer pour aller vers Tokyo, c'est chiant. Mais si t'as une ligne directe, ah, là ça peut être bien, ça dépend où elle va. Mais si c'est une ligne qui dessert, je sais pas, Shinjuku, ensuite, une fois que t'es dans Shinjuku, tu vas partout dans Tokyo, hein, nord, sud, même en dehors, tu peux aller partout. Donc c'est parfait. Tu regardes aussi le temps que tu mets. Moi, par exemple, à Ino, je mettais moins de 30 minutes pour arriver à la gare principale, on va dire, à la gare de Shinjuku, il n'y avait pas de problème. Et du coup, tu compares un peu les prix, genre si t'es excentré, tu regardes sur Maps, il y a marqué les prix quand tu mets les distances, tu mets Ino, Shinjuku, par exemple, tu vois 360 yens. Donc tu dis, ah, ça coûte 720 yens par jour, l'aller-retour à chaque fois, donc 5 euros à peu près, on va dire, 4,50 même maintenant. Donc tu calcules, tu te dis, bon 2 semaines, 14 jours, tu fais 14 fois 5 euros, tu vois, et tu regardes la différence, ça fait 70 balles, je crois, un truc comme ça. 70 euros, et tu regardes la différence de prix qu'il y a entre le logement qui est excentré et le logement qui est en centre-ville, et tu regardes si c'est super rentable. S'il y a que 10 euros d'écart, par exemple, entre le logement de centre-ville que tu veux et le logement excentré, 10 euros d'écart, bon, tu vas payer 70 euros de train pour t'excentrer. Finalement, les 10 euros, ça peut être jouable, c'est bien, tu vois. Mais s'il y a 400 euros d'écart, bon, les 70 euros, ce sera rentable, tu vois. Choisis comme ça, fais en fonction du train, compare un peu, tu vois. Additionne le prix du logement plus le prix des trains que tu devras prendre tous les jours pour rattraper l'éloignement, tu vois. Voilà pour la première partie.
du com. Ensuite, elle me dit quand tu as fait ta sélection sur le site d'Airbnb, as-tu aussi choisi tes logements sur un coup de cœur en voyant les photos, ou tu as plus tenu compte des avis des personnes qui y sont allées avant? Moi, j'ai pas fonctionné au coup de cœur en mode, tu sais, je regarde 10, 15 et le 16e, oh, celui-là il est parfait, et là je réfléchis pas. Il y a quand même un système de coup de cœur, mais genre, pas sur la photo je m'en branle. Je t'ai dit, je regardais au début la localisation d'abord, et ensuite les prix, et je m'excentrais petit à petit pour voir le prix qui bougeait, qui fluctuait en fonction de l'endroit où je voulais aller et mon budget. Donc limite, le coup de cœur, c'est en fonction de la localisation et du prix. C'est aucune photo, pas de pratique. Moi, je cherchais pas un lit ou un futon. Moi, c'était juste le prix et la localisation uniquement. J'ai regardé bien sûr s'il y avait une gare à côté. J'ai vu gare, ça reliait Tokyo en même pas 30 minutes. Tu sais, c'est les trains, tu vois, imagine il y a 20 stations. Et moi, de base, je mettais 1h30 en vrai. Sauf qu'il y a la ligne locale, express, super express et spécial express. Ça faisait que 4 arrêts, il traçait, il allait en moins d'une demi-heure. Je me suis dit, c'est parfait, moins de 30 minutes. Je suis à 2 minutes de la gare. En vrai, je suis à 32 minutes du centre, quoi. Enfin, ça passe, c'est plus rapide qu'en voiture. Si jamais j'étais moins excentré, si ça se trouve, la gare était un peu plus loin, j'aurais pas eu une ligne directe vers la gare où je voulais aller, genre une sorte de hub central. Et en fait, j'aurais mis autant de temps, ou peut-être plus de temps, ou quasiment. Du coup, moi, c'était plus un coup de cœur premier degré, quoi, en mode intellectuel. Et puis moi, je réfléchissais dans l'optique où je me disais, de toute façon, je vais rester un mois dedans, faut pas que je me trompe. Si les images ont l'air très belles, mais que c'est un peu trompeur, ou que les images, les photos ont été prises il y a 2 ans, et maintenant c'est plus pareil, ou il y a des constructions autour, je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur, en vrai. Donc il faut vraiment que je choisisse... en fonction de la praticité du truc, pas niveau beauté, quoi. Même si autour, finalement, c'était génial, ça, je l'ai découvert. J'ai pas regardé littéralement tous les alentours ou parfait. J'ai juste choisi la praticité, on va dire. Pour mon cas, la taille n'était pas importante. Avec mon logement à Hainaut, c'était tout petit. Vraiment, c'était un studio, quoi. Limite, t'étais dans les chiottes, tu pouvais vraiment te laver en même temps, en fait. Le pommeau de douche, c'était le robinet qui s'étirait. C'était assez particulier, très étroit. C'était tout petit en mètres carrés. Je sais pas, 3 mètres carrés, j'en sais rien. Peut-être un peu plus, mais c'était tout petit, quoi. Une fois que je dormais, limite, je devais bouger la table. C'était un peu abusé. Comme j'étais seul et là pour l'aventure, je m'en foutais. Mais toi, si tu vas en famille à 4, là, regarde les emplacements de lits, les chambres. Voilà, c'est des lits doubles, des lits simples, des lits superposés. C'est quoi tes attentes de confort par rapport à la literie, regarde bien tout ça. Ensuite, alors voilà, je m'explique. Je suis dans les préparatifs d'un séjour de plus ou moins 2 semaines avec d'autres personnes qui sont déjà été, tandis que moi, ce sera la première fois. Et pour simplifier le tout, ils m'ont confié la mission d'effectuer les recherches pour tout. Planning de ce que je voudrais voir, faire. Voilà, donc, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Mais quand je vois le choix, je ne sais pas quoi faire pour le premier tri. Donc comme je t'ai dit, le premier tri, j'ai déjà répondu, localisation et prix. Tu mets dans un dossier favori et tu as un premier tri. Moi vraiment, je te conseille ça. Sans chercher trop loin, sinon, comme tu le dis, tu as beaucoup trop de choix. Beaucoup trop. Ça sert à rien de tout regarder. Voilà, tu veux aller dans Tokyo et pas trop loin, et tu regardes Tokyo, les prix, si c'est dans ton budget, c'est parfait, tu le mets dans ton dossier. Si c'est pas dedans, juste tu le mets pas, voilà. Et tu te dis, je regarde 1 heure, et puis il n'y a pas non plus 500 000 budgets, 500 000 logements dans ton budget et dans la localisation que tu veux. Alors, il y en a peut-être 100, quoi, tu vois. Et encore, je pense même pas qu'il y en ait 100. Tu vas sûrement, moi c'était ça, sûrement la plupart du temps, t'en mets 20 quoi, dans ton dossier. Et sur les 20, après tu les compares petit à petit avec des détails, genre tu te dis voilà, sur tout cela, je regarde la gare la plus proche. Lui, il n'y a pas de gare. C'est impossible, imagine il n'y a pas de gare. Voilà, c'est nul. Là, il n'y a pas de ligne directe. C'est chiant, j'en veux une. Là, c'est une tour de 40 étages sans ascenseur. Je veux pas. Ça, c'est pas mon critère. Ça, c'est trop dans la ville, trop de nuisances sonores. Ça, je veux pas. Tu regardes un peu. Ça, il y a plein de temples autour. Ça peut être intéressant. Celui-là, je le laisse en favori, tu vois. Et petit à petit, tu te fais un petit tri. Et après, il t'en reste que 5. Bon, souvent, il t'en reste pas que 1. Souvent, il t'en reste 5. Et dans ces 5-là, après, là, tu réfléchis un petit peu. Et tu te dis, mon critère principal, c'est le prix. Donc, le moins cher possible.
ou alors c'est plus la qualité de vie, genre ah celui-là il y a plus de temple à côté. Bon bah allez, on va aller sur celui-là, tu vois. Ensuite, ton premier logement est à Ino. Personnellement, je trouve cela fort excentré du centre. Et pour le deuxième à Funabashi qui est proche de Disneyland Japon. Mais est-ce plus proche? Alors, pour Ino, bah, je vais te répondre du coup. La gare, en fait c'est pas si excentré que ça, hein, parce que la gare était à 2 minutes. C'était typique, il y a des photos qui s'affichent avec des temples pareil, bah, à 2 minutes aussi, magnifique, loin du surtourisme, loin du tourisme tout court, j'étais le seul blanc là où j'étais, la période où j'étais, genre vraiment full expérience de vie quoi, pas de tourisme, je vivais là-bas, les rues sont pas bondées, vue des montagnes, c'était très nature, très beau, pas ville ultra urbaine quoi, c'était pas trop de circulation, enfin c'était vraiment beau. 30 minutes à peine de Shinjuku avec la gare qui est à 2 minutes, enfin voilà, c'est parfait. L'aller-retour, bon, bah, c'était 5 euros, même pas en vrai, 4,50, voilà. Les prix, moi je trouvais qu'ils étaient moins chers par rapport au centre, c'était calme en rentrant. Bon, avec le train, ça rendait le truc bruyant, mais la ville en elle-même était calme. C'était pas pleine ville, c'était pas blindé, c'était vraiment typique quoi. Mais t'inquièteras surtout à Tokyo, c'est pas beaucoup plus cher que ce que j'ai pris. Et puis c'était, ouais voilà, c'est pas réellement différent, et c'était vraiment le logement typique quoi. Vraiment, il y a le train qui passe à ta fenêtre, à 20 mètres, il y a un fleuve qui passe, voilà. C'était les logements, tu sais, les immeubles à 3 étages, tu vois, c'était pas très haut, mais avec le couloir qui était comme dans les animés à l'extérieur, les portes, enfin tu vois, le logement d'étudiant de base, avec le futon. En vrai, moi ça m'allait, j'avais eu une expérience d'un étudiant japonais en fait. Moi je voulais une expérience de vie, pas de vacances. Donc ça m'allait en fait. Si tu veux le confort, la vie, prends pas le type de logement que j'ai eu, mais moi c'était bien. Et puis la nuit c'était, je sais pas, à 20-30 euros, enfin c'était pas si cher. Je m'y suis retrouvé. Pour le fait que ce soit excentré sur la carte, oui, ça a l'air excentré, mais en vrai t'es à 30 minutes de Shinjuku. Et je te rappelle que tout ce qui est fou à Tokyo, on va dire, bah, 80% c'est à gauche. Et si tu te mets bah, du côté droit, mais dans le centre, tu mettras autant de temps en train que moi. Enfin, ça changera rien. Ça se trouve, tu devras faire des changements. Moi, c'était un direct, super rapide. Shinjuku, j'étais dans la gare et j'allais où j'allais dans toute la ville après. Genre, où je voulais. C'était génialissime. C'était le meilleur endroit pour moi. Ino, c'est mieux placé pour le centre. C'est presque. Enfin, niveau temps et niveau localisation, Ino, c'est plus proche du centre que, bah, comme tu voulais aller, à la Skytree. C'est pour moi plus proche, hein, en vrai. Pas physiquement, mais en termes de temps et même d'argent, si ça se trouve, ce sera bah, moins loin. Hein. Je te montre des images un petit peu des alentours de mon logement à Ino, tout ça, machin, tu vois. Donc c'est pas mal. L'expérience que j'avais, enfin tu sais, juste à côté de l'immeuble, tu as un petit passage à niveau, enfin c'est génial quoi. Pour Funabashi, c'est un peu pareil. Là j'étais à 35 minutes, mais de la droite de Tokyo. Donc en réel, j'étais beaucoup plus loin. Genre pour moi, en vrai, le centre, c'est là où il y a Shinjuku et Shibuya, tu vois. Pour moi, c'est ça vraiment le centre qui bouge. Tu vois, c'est pas mal quoi, cet endroit-là. Bah du coup là, j'étais vraiment, genre Ino, j'étais là. Le centre, selon moi, est ici. Et Funabashi, bah c'est là, tu vois. Donc genre, pour rentrer dans Tokyo, techniquement, j'avais quasiment autant de temps, mais après, je devais reprendre des lignes de train pour aller jusqu'au centre où là, ça bouge, il y a la fête. Ensuite, ton commentaire continue, bah c'est la fin. De toute façon, pour Tokyo, je pense choisir le quartier de Sumidaku, près de la Skytree. Qu'en penses-tu? Bah du coup, comme je disais, la Skytree, c'est en haut à droite, et tout est à gauche. Genre, Nakano, c'est à gauche. Shibuya, Shinjuku, même Odaiba, c'est au sud. Donc t'es excentré des endroits touristiques, on va dire. T'es excentré. Mec, genre vraiment, à droite, t'as Ueno, à la limite, t'es pas trop loin de Chiyoda, t'es pas trop loin du jardin de l'empereur, tout ça, de la gare centrale de Tokyo, gare de Shinkansen. Mais si tu vas aller à Nakano, c'est vraiment à l'opposé. Et puis si tu veux faire le mont Takao, si tu vas aller en mont Fuji, si tu vas aller dans les montagnes, parce que Tokyo, bah, c'est aussi les montagnes qui sont limitrophes, hein, qui sont proches, t'es vraiment mais à 1h30 quoi. Hein. Genre le mont Takao, là, il est à plus d'1 heure, enfin même ouais, peut-être 1h30 de chez toi. À Ino, tu vois, j'étais 30 minutes des montagnes, 30 minutes
de là où il y a les choses qui se passent. Tu regardes sur une carte, regarde bien, enfin, ça dépend de ce que tu veux faire, mais tu vas au Japon, tu fais pas de montagne, c'est dommage. Le Japon, c'est pas que la ville, quoi, hein. C'est pas que Tokyo, c'est pas que l'ultra-urbain. Le Mont Takao, fais-le, il fait 599 mètres, mais il y a une gare directe en fait, et tu montes, voilà, c'est full sentier bétonné, comme je le dis souvent en fauteuil tu peux le monter, il y a un téléphérique qui te fait aller en haut, même direct pour les flemmards, et t'as une vue magnifique, tu vois même le mont Fuji, tu peux aller à la Golden Hour, c'est trop beau, vas-y. Mais si t'es à la Skytree, bah mon gars, 1h30 aller, 1h30 retour, 3 heures... Ça dépend du prix, ça dépend de ce que tu veux, et puis t'es vraiment là en ville, hein. C'est pas typique. C'est pas ce que tu vois dans les animés là. Là, c'est vraiment des logements, des paquets, c'est galère. Et il y a du bruit. Hein. Le monde aussi. Bref, j'en ai fini pour ton premier commentaire. J'espère que j'ai répondu en vrai, hein. Au maximum, j'ai essayé de préparer la réponse à l'avance. J'espère que je t'ai aiguillé au moins. De toute façon, j'ai pas de réponse à te donner précisément parce que je connais pas ton budget. Je sais pas ce que t'attends de confort. Déjà, rien que le fait que bah, c'est soit un lit futon, soit un lit occidental, le prix change drastiquement. Un futon, enfin du coup le logement ne te coûtera rien, alors qu'avec un lit sommier matelas, bah là le prix va sûrement changer, quoi. Ça dépend vraiment. Et puis si tu tiens à être dans la ville même, bah ouais, c'est bien près de la Skytree. Mais si tu veux juste pas être trop excentré et payer moins cher, bah à gauche, Inno, même tu peux te rapprocher, tu vois, pas forcément Inno, tu as une autre alternative, tu vois, c'est d'être en première couronne, on va dire, de la ville, ça peut être très très bien. Bref, repose un remets un commentaire, et là j'essaierai de te répondre à l'écrit, mais je pense que j'ai déjà bien éclairé ta lanterne. Donc un autre commentaire de Emeric Costa Real. Alors salut, pourquoi certains passes régionaux, JR Pass régionaux, sont beaucoup plus chers que d'autres sur certains sites? Quel site conseilles-tu? Alors déjà merci pour ton commentaire. Alors je suis un peu étonné qu'il y ait des JR Pass régionaux beaucoup plus chers. Donc j'ai regardé par moi-même parce que j'avais pas la réponse. Hein. J'ai comparé sur 3 sites. Bah là ça s'affiche. Le premier, en fait je suis parti du principe que on voulait un pass dans le Kansai géant. Voilà, le nom du pass c'est l'Hiroshima Area Pass. Donc tu peux aller jusqu'à Hiroshima, t'as Osaka aussi, voilà. Donc j'ai comparé le même pass pour 3 sites. C'est le même prix pour les 3. 106 ici, 105 ici. Je me suis dit bon, je vais comparer avec le site officiel. Voilà, le site de la J-Airline, il n'y a pas plus officiel, c'est le prix. Bah c'est, regardez, 17 000 yens. Voilà, il y a plein d'images qui s'affichent. 105,37 €, donc il n'y a pas de voleur dans l'histoire. Il y a un site à 105, un site à 106. Et là, le site officiel dit 105,37. Bah, on s'y retrouve. Ce qui peut expliquer les différences de prix, c'est que dans les JR Pass régionaux, par exemple là, dans ce pass du Kansai là, je peux aller de Kyoto à Hiroshima, tu vois. C'est énorme, le JR Pass, c'est la moitié du pays, là. C'est même plus une région, c'est la moitié du pays. Mais tu as des JR Pass côté ouest, beaucoup plus petits, on va dire. Tu peux aller de Osaka, Kyoto, Nara. Tu as même plus petit, où tu peux faire que Kyoto et Osaka, tu vas pas aller à Nara. Tu as des JR Pass régionaux plus ou moins grands dans la région. Donc là, il y a des différences de prix drastiques, oui. Genre, tu peux avoir, par exemple, sur le côté est, JR Est avec Tokyo, tu peux avoir le JR Pass qui fait juste la zone de Tokyo et le mont Fuji, donc petit, hein, et le JR Pass qui fait carrément, pareil, jusqu'à la mer au nord et 100 km après le mont Fuji, tu vois. Enfin, ça prend plusieurs régions. Tu as plus ou moins des tailles de JR Pass régionaux. Donc ça peut expliquer des différences de prix. Si jamais il y a vraiment des différences de prix, mais j'en ai pas constaté même en faisant des recherches, dis-toi que c'est des sites de revente. Prends le site officiel, que je mettrai en description si tu veux. Mais par exemple, pour la carte Suica, si tu l'achètes directement là-bas, la carte te coûte 0 €. En gros, tu la loues, c'est une caution, elle te coûte 500 yens, mais quand tu la rends à la fin de ton voyage, ils te rendent les 500 yens, tu vois. Donc techniquement, tu la payes pas vraiment, tu la loues. Tu peux la garder à vie, hein. Elle est valable 10 ans.
après elle est plus valable. Mais quand tu remets ta carte, après ils te rendent tes 500 yens, tu vois. Mais quand tu l'achètes par internet sur un site de revente en France, ta carte elle va te coûter 20 euros, tu vois. Ils vont te l'envoyer de là-bas et en vrai elle va te coûter 20 balles. Donc même si tu te fais rembourser les 500 yens, et bah voilà, tu auras payé 17 euros ta carte. Hein, voilà. Et puis ils te la chargent pas à 10 000 yens. Hein. Enfin ils te mettent 500 ou 1000 yens dessus maximum. Donc tu la payes plus cher. Donc peut-être que oui, en effet, il y a des sites de revente qui vont par exemple vendre ce pass-là à 120. Voilà. Mais le prix est de 105. Ils se font juste une marge, tu vois. Je te conseille le site officiel et compare le site officiel avec les autres. Mais là, j'ai pas constaté de différence. Ensuite, un commentaire de Nico BRLH 8712. Merci pour la vidéo, j'aurais bien aimé que tu parles de la douane au retour. Fan de manga, j'ai prévu de ramener pas mal de trucs. J'apprends un peu la passage à la douane. Y a-t-il un contrôle dans chaque pays en escale? Faut-il payer la TVA? Donc merci déjà pour ton commentaire. Donc selon mon expérience à moi, hein, j'ai pas eu de contact avec la douane, j'ai rien eu. Quand je suis arrivé au pays, comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai dû remplir, déclarer ce que j'avais dans ma valise. Pas de contrôle ensuite. Et au retour, rien. Pourtant, j'ai eu une escale hors Europe. Pourtant, à Taïwan, hein, rien. Je n'ai pas eu de trucs à contrôler. J'étais même pas au courant qu'il y avait peut-être des passages à la douane sur des trucs qui sont pas techniquement censés être illégaux ou genre de tabac, d'alcool. Mais en fait, si, j'ai regardé. Je me suis renseigné après, du coup, voilà, dans la même logique que les autres commentaires. En Europe, dans l'espace Schengen, théoriquement, d'après le site de l'État lui-même, il n'y a pas de limite pécuniaire. Par exemple, ramener 500 euros de trucs, tu vois. Tu peux ramener 1000 euros, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu as un bagage en soute, tu as 23 kilos, enfin, tu vas pas ramener 1 million d'euros de trucs. Hein. Tu es obligé à un moment de te stopper. Mais en effet, hors Europe, je ne savais pas, mais au-delà de 430 euros quand tu as plus de 15 ans, eh ben, tu dois payer de la TVA. Donc 2,5%, bah, tout s'affiche de toute façon pendant que je parle. Je mettrai le site de l'État en description. C'est le site de l'État français. Donc là, il n'y a pas plus fiable. Là, c'est sûr que je dis pas de la merde. Après, j'ai peut-être mal compris le site. Mais de toute façon, j'ai pas regardé tout en détail. Mais en fonction de si c'est du tabac, du carburant, bon voilà, en l'occurrence non. Si tu prends le bateau, l'avion, la voiture, tout change un petit peu. En fonction du pays, tout change aussi. Si tu es suisse, belge ou français, ça peut changer. Je te laisse regarder si tu es belge ou suisse sur le site de ton état à toi. Si tu es français en l'occurrence comme moi, regarde le site en description. Tout y est noté. Voilà, mais du coup théoriquement, si tu ramènes moins de 430 euros, genre 400 balles de marchandises, il n'y a pas de problème. Tu peux tout ramener sans être taxé. Sinon, on conseille, en fait, mets tout en soute. Hein, mets tout en soute, ça m'étonnerait que tu aies un contrôle. Enfin, le bagage, des fois, si tu prends une escale, il n'est pas dans le même avion que toi. Enfin, ils vont pas t'arrêter et contrôler ta valise en visio. Enfin, ah non, quoi. Enfin, je pense qu'ils te contrôlent sur ce que tu as sur toi, tu vois, dans l'escale. Quand tu arrives au pays, peut-être, oui, tu reprends ta valise en soute, mais si tu as une escale... Moi, j'avais une escale à Taïwan. Comment tu veux contrôler le bagage en soute d'un mec? Parce que moi, je ne retournais pas avec mon bagage en soute, il changeait d'avion tout seul. Moi, je changeais d'avion aussi tout seul, d'un autre côté, tu vois. J'ai enregistré mes bagages à Tokyo et j'ai récupéré mes bagages à Paris. À Taïwan, j'ai pas revu mes bagages. Donc t'inquiète, dans les escales, il n'y a pas de problème, hein, tu mets tout en soute et sans souci. Et puis en France, bah, c'est pas sûr que tu fasses contrôler déjà. Moi, je me suis pas fait contrôler et j'ai ramené bien plus de 430 euros, hein, vraiment. Hein, j'ai ramené 1000 euros de souvenirs, je pense. Hein. Même bien plus parce que j'en ai filé à la personne qui m'accompagnait. Elle était passée 10 jours et puis elle est repartie. Elle a pris 10 kilos de trucs. Bon, après, les mangas, les figurines ne coûtent pas cher donc tu vas avoir du mal à dépasser les 430 euros en restant 2 semaines, tu vois. Mais moi, je suis resté 3 mois. Donc en 3 mois, j'en ai ramené du truc. Mais pareil, j'avais qu'un bagage de 23 kilos. J'avais déjà pris des affaires pour 3 mois. J'ai pas pu ramener 800 kilos. Donc de toute façon, t'es bridé. Au pire, tu payes 2,5% de TVA sur, je pense, les euros qui dépassent. Genre si c'est 500 euros, tu payes 70 euros. Enfin, sur les 70 euros, t'as 2,5% de TVA. Autre commentaire aussi sur la douane.
De Pomme C, encore une fois, merci encore hein, pour ton activité. Quand tu changes de vol en escale, en gros, il me demande est-ce que tu as un nouveau cachet sticker dans ton passeport? Moi, non, je n'en ai pas eu. Je suis arrivé à Taïwan et non. Alors, j'ai une théorie. Là, je me suis pas vraiment renseigné, mais je suis sûr à 95%. Dans un aéroport, quand tu fais une escale, tu es en zone internationale. Donc techniquement, quand j'étais en escale à Taïwan, je n'étais pas à Taïwan, j'étais dans la zone internationale. J'étais pas dans le pays, tu vois. Mais si mon escale durait par exemple 24 heures, je serais peut-être sorti de l'aéroport. Donc je serais rentré dans le pays. Et là, si j'étais rentré dans le pays, il m'aurait donné un tampon, oui. Mais là, je suis resté dans la zone internationale, donc je n'ai pas eu ni de stickers, ni de tampons. Je n'étais techniquement pas sur le sol de Taïwan. Donc non, il ne te donne pas de tampon pour compléter ton beau passeport. De toute façon, techniquement, tu y es pour une escale, t'es pas dans le pays. Mais si tu veux des tampons et visiter des pays, rien ne t'empêche d'aller au Japon 2 semaines. Mais tu fais une escale, par exemple comme moi à Taïwan, mais tu fais une escale de 2 jours, genre. Et comme ça, tu as 2 jours à Taïwan. Voilà. Et ensuite, tu reprends l'avion. Comme ça, tu peux visiter vite fait Taipei, par exemple, la capitale. Pas de problème. Suite du commentaire, je me doute que quand tu pars de Paris vers une escale en Europe, tu te retrouves dans l'espace Schengen et que tu ne dois pas passer toute la procédure de douane. Mais quand tu arrives à Dubaï ou Shanghai, tu dois passer par le contrôle des douanes. Moi, à Taïwan, non. Je n'ai pas eu de contrôle de douane. Je suis repassé par un portique enfin, si je reprenais un avion de zéro. Mais j'ai pas réenregistré mes bagages, j'ai pas déclaré de bagages, j'ai pas déclaré ce que j'avais, rien du tout. Après, ça dépend des pays, mais bon, bah, à Taïwan, c'était comme ça, donc je pense que dans le reste de l'Asie. Si tu vas aux États-Unis, si t'as une escale là-bas, peut-être que c'est différent, voilà, mais pas à Taïwan. Hein. As-tu eu des problèmes au niveau de la douane pour rentrer au Japon ou sortir du Japon suite aux achats que tu as fait sur place? Pour rentrer, pas de problème avec la douane, rien. Et pour sortir, rien. Ni de la part des Japonais, ni de la part des Français, hein, pas du tout. Moi, comme je vous l'avais raconté, j'ai eu une mésaventure pour rentrer dans le pays, mais pas mes affaires. Mes affaires m'attendaient bien sagement plus loin. La valise était passée, hein. Tu dois juste déclarer ce que tu possèdes en argent liquide. C'est jusqu'à 1 million d'yens quand tu arrives. Bon, personne n'a 1 million parce que tu retires là-bas, tu vois. Et bah sinon, tu déclares juste si tu pas une arme, de la drogue, des trucs illégaux, ouais, de l'alcool, enfin je sais pas, du tabac et encore peut-être même pas. Bah tu mets non à chaque truc parce que t'as sûrement pas sur toi et puis voilà. Vous en faites pas pour les douanes et puis c'est pareil, sous 430 euros, t'as pas de problème. Et puis si c'est même au-dessus, t'es pas contrôlé, y a pas de problème non plus. Et dernier commentaire parce que la vidéo est vraiment très longue, mais bon, au moins j'ai pu vous aiguiller, vous aider à préparer le voyage et répondre à certains coms. Donc commentaire de Chevalier Yoga 1676, pareil, un abonné de, je crois c'était un des 10 premiers genre. Merci à toi de suivre ardemment la chaîne et de commenter aussi souvent. Alors sa question c'est, sinon tu expliquais que tu étais parti au Japon pour voir si la vie sur place te conviendrait, pour éventuellement t'expatrier, qu'en est-il? Donc j'avais répondu à chaud déjà en rentrant du Japon, en disant que finalement, j'étais pas trop sûr, j'étais plus sûr. Mais là, avec du recul, à froid donc, oui. Pour répondre, oui, je me vois m'expatrier, mais pas de la même façon dans laquelle j'étais déjà parti, donc je m'explique. Moi, je suis parti 3 mois, mais en tourisme, en gros. J'ai pas travaillé, je suis allé seul, j'ai visité. Y aller m'expatrier comme ça pendant une année, par exemple, non, je vais péter un câble. Là, le voyage que j'ai fait, le type de voyage touristique que j'ai fait avec un peu d'aventure pour m'acclimater aussi à la vie là-bas, bien sûr. 2 mois max. Après, tu te sens seul. Il y a l'éloignement qui commence à peser. Même si de base, je suis pas très famille du tout. Je m'en foutais de partir à l'autre bout du monde. Il n'y avait aucun problème. Mais c'était pas assez. Par contre, oui, j'y ai réfléchi. Mais m'expatrier. En gros, la vie en elle-même, leur mode de vie, leur société, même s'il y a des gros défauts, cette société-là, pour moi, est quasiment parfaite. De toute façon, il n'y a pas de société parfaite, ça n'existe pas. En fait, il y a beaucoup de défauts qui ne me touchent pas, c'est beaucoup de trucs sociaux qui ne me gênent pas, moi. Oui, je me vois m'expatrier là-bas, mais dans un autre mode de vie, y aller avec un PVT et travailler, taffer. Comme ça, j'ai une routine de vie. Voilà, parce que y aller pour visiter le tourisme, c'est bien les vacances 2 mois, mais 3 mois, c'est trop long, beaucoup trop long. Et puis tu rencontres pas de nouvelles personnes, c'est chiant.
Là, avec le travail, par exemple au McDo, voilà, j'ai travaillé au McDo en France, donc je pourrais peut-être aller travailler au McDo là-bas. T'as des gens de ton âge, t'as du travail, tu gagnes de l'argent, une routine, du coup t'es bloqué, on va dire, t'es obligé de travailler, donc tu peux pas tout faire d'un coup, tu vois, tu peux pas genre faire tout ce que tu veux pendant 2 mois. Ce que tu vas faire en 2 mois d'habitude, bah là tu vas le faire en 6 mois, parce que t'as du temps qui est bloqué, tu vois, t'as les week-ends, enfin tu t'acclimates à la vie du pays, t'as des horaires, tu rencontres du monde de ton âge, tu te fais des amis, t'as de la discussion, t'améliores ta langue, c'est super. Donc, m'expatrier, oui, avec un mode de vie de travail. Pas, je pars 1 an avec un vacances-travail et je travaille pas, tu vois. Je veux vraiment m'expatrier et travailler. Pas du tout de la même optique. Donc, c'était ça qui manquait à ma réponse du début d'année, en janvier. Je me voyais pas finalement m'expatrier là-bas. C'était très génial, mais je me voyais plus y aller, tu vois, 2 mois par an. 2 mois par an, pas de problème, oui, en tourisme, mais pas m'expatrier. Mais finalement, du coup, je change ma réponse et je dis à froid, oui, je me vois m'expatrier, même vivre ma vie pendant 20 ans là-bas, mais pas en fait en tourisme. J'ai que eu l'expérience d'un gars qui travaille pas en fait, c'est tout. Et c'est ça qui est problématique. Mais même en France, si je vais à Paris 2 mois à Santa Fe, et je connais personne, j'ai pas de lieu pour rencontrer du monde en fait. Genre, tu vas pas dans des bars, pas dans des soirées, pas dans. Il y a personne qui te fait rencontrer du monde. En plus, ta langue, bah du coup, et progresse pas, tu parles pas, donc tu restes un cercle vicieux. Comme tu parles pas, tu stagnes au niveau langue, mais comme tu stagnes niveau langue, bah tu parles pas. Bah tu vois, bref. Je pense que j'ai répondu à ton com, mais je vais parler 8 heures si je m'engage sur cette voie-là, parce que les gens souvent me demandent mon avis. Est-ce que tu comptes expatrier du coup? Qu'est-ce que tu en as eu comme expérience? Là, qu'est-ce que tu veux faire? Là, du coup, j'y repense. Hein. J'y repense, je me dis pourquoi pas. Là, j'y retourne 2 mois, comme je vous le savez, l'année prochaine avec ma compagne. C'est son rêve d'y aller, donc peut-être qu'elle va avoir le même ressenti que moi, et même elle dit que pourquoi pas, peut-être qu'elle va avoir envie de s'expatrier. Donc là, c'est pas fermé, peut-être que dans 2 ans, je vais vivre définitivement au Japon, ou alors vivre 5 ans là-bas, et je serai avec ma compagne, mais je serai là-bas, peut-être, on verra. Bref, j'espère avoir répondu à vos commentaires. Je pourrais prendre d'autres commentaires, mais il y a 40 minutes là, c'est mort. Bref, bisous les gars.